Je l'avais pas. Aïe. Salut YouTube, c'est Super Bucky. Aujourd'hui, nouvelle petite interview sur la chaîne où je reçois ce que l'on peut appeler un touche-à-tout dans le domaine du jeu vidéo et plus largement de la pop culture. Il est à la fois auteur, chroniqueur et à l'initiative de plusieurs podcasts jeux vidéo, Bruno Roca. Salut Bruno, comment tu vas ? Salut, très bien, merci de m'inviter, très heureux d'être là. Très content de te recevoir. Quand j'avais fait mes demandes qui voudrait participer et tout, une certaine Natacha, dont nous tairons le nom, Oui. m'a susurré ce prénom. Souvent après chaque émission, je demande aux personnes qui est-ce que je pourrais solliciter, et à chaque fois j'avais Bruno Roca, Bruno Roca, Bruno Ah bon Roca. À croire que les gens apprécient ton travail et c'est légitime. Ah, ça fait plaisir, écoute, ça fait plaisir. On va commencer du coup en douceur par un sujet que tu maîtrises, Mhm. c'est-à-dire le Bruno Roca. Oui. Du coup, Bruno Roca, qui es-tu ? Que fais-tu ? Dis-nous tout. Alors, qui suis-je ? Écoute, je vais bientôt sur mes 45 ans. Le jeu vidéo est vraiment une passion que j'ai chevillée au corps depuis que je suis tout petit. Que fais-je ? On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais je suis beaucoup sur l'écriture en ce moment. Mais c'est vrai que je fais des podcasts. J'ai presque, pas loin de 20 ans d'écriture dans la presse jeux vidéo et dans la presse aussi qui traite de pop culture dans le sens plus général du terme. J'ai aussi occupé le poste de game designer pendant 2 ans. J'ai beaucoup de choses, mais très souvent, la plupart du temps, qui gravitent autour du jeu vidéo. D'accord. Bruno, on a vu qui tu étais. Maintenant, on va un peu parler de ce que tu fais en termes de podcast, en termes de chronique. Dis-nous tout. Oui, alors c'est vrai que le podcast, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années et qui m'a énormément plu. J'ai lancé en septembre 2017 la revue de presse JV, qui est un podcast quotidien d'actualité jeux vidéo. À l'époque où ça ne se faisait pas tellement De faire des revues de presse. on voyait pas beaucoup ça, et je suis assez fier de ça. Je dis ça vraiment très humblement. Et donc ça, c'est tous les matins, enfin techniquement c'est posté tous les soirs, mais voilà, c'est une revue de presse de l'actualité jeux vidéo. Là, on s'achemine vers la fin de la saison 4. Ça fait 4 ans déjà. Et j'ai lancé aussi cette année un projet qui me tenait à cœur depuis pas mal de temps, donc il a fait le temps que ça mature un peu. Ça s'appelle Family Pack, et là on essaie d'en faire 2 fois par mois. C'est un podcast où on parle jeux vidéo, mais par le prisme familial, c'est-à-dire qu'on se met autour d'une table avec ma femme et mon fils et on parle de jeux vidéo. Parce que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, et quand tu vis en famille, et en plus quand tu as une famille qui aime le jeu vidéo aussi, ça te décuple le champ des possibles, les champs de réflexion sur le jeu vidéo, sur le média en lui-même. C'est assez impressionnant, et je me suis dit, faut qu'on en parle. Alors très simplement, moi mon but, c'est que l'auditeur ait l'impression qu'il est avec nous dans le salon, et puis on discute, quoi. Ouais. C'est ce que j'aime faire dans le podcast, et j'essaie vraiment d'évincer tout ce qui est rubrique, etc. J'aime bien le côté un peu discussion, etc. Même si j'ai beaucoup de travail après au montage, au mixage pour que ça fasse pro. Ouais. Mais je veux que ça fasse naturel, voilà. Et donc là, c'est les 2 podcasts principaux. J'en avais créé d'autres à l'époque, effectivement, mais là, c'est les 2 principaux, ouais. Alors, 2 réflexions, une par podcast. La première, quand tu as commencé ta revue de presse JV en quotidienne, est-ce que tu pensais que tu arriverais à tenir sur la longueur comme tu es en train de le faire là ? Parce que là, je crois que tu as fait la 700e récemment. La 700e, ouais. Récemment, c'est dur. Ouais. Le rythme est très dur, parce que quand je l'ai commencé, je m'étais retrouvé au chômage, en fait, pour la petite histoire. Et je cherchais quelque chose à faire, et puis j'y ai pensé la veille pour le lendemain presque, et je me suis dit, c'est une trop bonne idée, il faut que je le fasse. Et à cette époque, j'avais le temps d'y consacrer toute ma journée. Sauf qu'après, tu peux pas en vivre, hein, bien sûr. Et donc, au bout de la 2e saison, je l'ai fait à côté d'autres boulots en parallèle. Et le rythme est très, très dur, effectivement. Chaque fin de saison, je me pose la question, est-ce que je rempile pour une année suivante ? Parce que c'est vrai qu'au quotidien, c'est une sacrée... Voilà. Après, ce qui me pousse à chaque fois, c'est que l'émission marche très bien. Il y a une petite communauté très bienveillante qui s'est créée derrière, et vraiment, je leur fais un coucou, ils sont géniaux. Et c'est vrai que leur retour, leurs commentaires, leur soutien, ça me pousse à chaque fois à continuer à la faire. Mais ouais, au quotidien, c'est du taf, ouais.
Ça fait un toujours grand plaisir de la faire, mais, Oui, mais voilà, c'est vrai que le soir, t'as un peu explosé. Heureusement qu'il y a le montage derrière. Heureusement que je fais pas ça en direct parce que avec la fatigue, ça serait très compliqué. ouais, je me doute. Après, maintenant, t'es un peu rodé aussi à l'exercice, mais ouais, Ouais, ouais. je me doute que ça doit être fatigant et surtout de tenir sur la longueur, parce que faire ça pendant une semaine, 2 semaines, mais là, 4 ans, c'est quand même. Non, si, 4 ans, ouais. Ouais, bah là, ouais, Ouais, voilà, c'est la saison 4, donc ouais, oh, bah c'est compliqué. ouais, c'est intense. Ça marche. Et deuxième chose par rapport à Family Pack, je Mhm. dois t'avouer qu'au départ, je ne l'avais pas écouté parce que je me sentais pas la cible de ça, parce que voilà, j'ai pas d'enfant, enfin, ma compagne n'est pas fan de jeux vidéo. Et je me suis dit au début, bah, j'aime bien connaître le travail des personnes avec qui j'échange, et je vais l'écouter. Et en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé. Cool. Pourquoi? Très bonne question. Euh, Euh, Pourquoi est-ce que j'ai bien aimé? C'est parce qu'en fait, bah, comme tu dis, les différents prismes, donc celui de ton fils particulièrement, qui m'a rappelé un peu quand j'étais en primaire ou au collège, quand on devait faire un exposé sur les choses que l'on aimait. Et je trouve ça très bien d'avoir l'argumentation d'un enfant, car ça peut parler aussi aux enfants et aux anciens enfants qu'on était. Le fait de pouvoir aimer des choses pour des raisons que nous, adultes, ne nous touchent pas, eh ben, je trouve ça très intéressant. Comme le dernier que tu as fait où il parle beaucoup des fonctionnalités des consoles par exemple, eh ben, je sais que je me suis beaucoup retrouvé dans ce que lui aimait. Et là où maintenant nous adultes on cherche à argumenter le pourquoi du comment de pourquoi on aime, bah lui il aime juste ça et ça devrait suffire. Et du coup j'ai beaucoup apprécié ça. Bah, ça me fait plaisir ce que tu dis parce que c'est vraiment ce que j'essaye de faire, c'est que c'est une émission qui est ouverte à tout le monde et parfois je le répète dans Family Pack, c'est que ça s'adresse pas forcément qu'aux gens qui sont en couple, qui ont des enfants, etc. Ça s'ouvre à tout le monde parce que comme tu dis, ça peut rappeler des souvenirs, ça peut aussi tout simplement voilà de donner écouter des points de vue différents de celui de son milieu, c'est toujours aussi enrichissant, intéressant. Enfin, je dis ça humblement, mais Oui, c'est vrai que s'il y a un autre point de vue, tu vois, là, je vois la dernière mission, comme tu dis, mon fils est beaucoup sur la Wii en ce moment. C'est lui qui m'a ouais. demandé de la rebrancher. Moi, la Wii, bon, bah, elle prenait un peu la poussière. Je n'utilisais plus. Pourtant, c'est une console que j'aime beaucoup, mais bon, là, on peut pas non plus brancher 20 consoles dans le salon. Et, et voir comment comme il dit dans l'émission, bah, il fait un comparo avec la Switch. Et je trouve que c'est pertinent. Et c'est vrai que voilà, les menus étaient beaucoup. Il y a des choses qui sont plus fun sur Wii. Il y a pas mal de petites choses comme ça. Et je trouve ça intéressant, effectivement, son point de vue, celui de mon épouse et le mien au milieu de tout ça. Ça fait 3 points de vue différents chaque fois. Et ouais, si les gens s'y retrouvent, c'est génial, quoi. On voit qu'il bosse bien quand il fait quand tu fais les podcasts, il est très renseigné, très documenté. C'est Ah vraiment oui, top. non, mais ça là-dessus, il est. Il prend ça à Alors, cœur. on le dit pas forcément à chaque fois, mais puis ceux qui me suivent le savent un peu, mais mon fils est autiste Asperger. Mm. Et c'est vrai qu'il est c'est vraiment trop mignon, il est très méthodique quand il prépare au début, quand j'ai lancé l'émission, il venait même avec des tonnes d'infos. euh, et moi, je lui disais à chaque fois, là, t'inquiète pas, c'est comme si, voilà, on est en famille, on discute, mais je sais que c'est son petit plaisir, on le laisse faire avec Natacha, et il aime bien donner ses infos, les chiffres de vente, etc. Euh, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il s'intéresse beaucoup à l'histoire du jeu vidéo, il en parle dans l'émission, et je pense qu'il n'est pas le seul, parce que je vois certains de ses copains, parfois quand on soit à la maison, Ouais. s'intéressent à ce qui s'est passé avant, et déjà à cet âge-là, je trouve ça génial, quoi, parce que nous, le rétro gaming, on a commencé à s'y intéresser peut-être un peu plus tard, et eux, ils s'intéressent à ce qui s'est fait avant, et j'aime bien, les frontières sont un peu abolies, et voilà, et un gamin de 11 ans qui dit que la Wii, il la trouve plus fun que la Switch, je trouve ça rigolo, quoi. Ouais, Je oui, trouve bien ça sûr. intéressant. Sans transition aucune, Bruno, je te propose de revenir sur ta découverte du jeu vidéo et comment le petit Bruno, tout bambin qu'il était, découvre ce média. Alors, la toute première fois que je rencontre le jeu vidéo, alors je sais pas si des Game Watch on peut parler de jeux vidéo, il y a toujours un débat là-dessus. Un jeu Mais électronique. voilà, jeu électronique, donc ça remonte. Bon, moi, je suis né en 1976, donc vraiment, voilà, je suis un peu un dinosaure, mais Game Watch mis à part, la première rencontre, c'est une console. Alors,
ça peut faire rigoler, une console Seb que mes parents nous avaient offert à moi et mon jeune frère. Et c'était en fait des dérivés de Pong dessus. Et c'est vraiment le premier souvenir marquant que j'ai d'un jeu vidéo qui m'appartient. Voilà, une console vidéo pack aussi quelques années après. Là, on part vraiment dans les très très vieilles consoles. Voilà, mes premiers rapports, c'est ça en fait. La passion ne s'est pas déclenchée tout de suite. Vraiment, enfin, j'aimais beaucoup ça. Mais moi, la passion est vraiment arrivée avec les machines 16 bits en fait, quelques années plus tard. Notamment l'ordinateur Amiga. C'est là vraiment que ça a explosé, que c'est devenu ma passion principale. Voilà, là j'ai vraiment commencé à découvrir dans le sens large du terme le jeu vidéo, à m'y intéresser, à acheter des magazines et voilà. Mais oui, si mon vrai premier, je pense que oui, c'est Pong et ses dérivés, quoi. D'accord, c'est intéressant et ça soulève une question. L'arrivée de cette console Seb dans le foyer, est-ce qu'elle était à ton initiative, à ta demande, ou c'est ta famille qui avait décidé de mettre ça dans le foyer en fait? Non, c'est pas à ma demande du tout, hein. Alors là, les souvenirs sont très flous. On nous l'avait offerte. Voilà, et malheureusement, j'ai pas plus de détails que cela, mais je suis vraiment un poisson rouge là-dessus. Mais j'ai pas vraiment les cadeaux. Enfin, quand nos parents nous offraient les machines, je m'en souviens plus par la suite. Là, je vais reparler encore de l'Amiga, mais il y a eu la Atari ST, et puis bon, ma Mega Drive, ma Super NES après. Mais la console Pong, non, il me semble que ça a été une initiative de mes parents, si je dis pas de bêtises. Et puis voilà, quoi, on s'est beaucoup amusé dessus. Et voilà, j'ai des parents qui étaient assez. Enfin, j'ai toujours mon père. Des parents très cool là-dessus. Donc, je pense qu'ils ont dû trouver ça sympa. Ils nous l'ont offert. Et puis, voilà, quoi. T'étais pas dans un foyer où le jeu vidéo était diabolisé, entre guillemets, ça va t'abrutir, Pas du tout tout. ça. Non. Pas du tout. C'était tant que les devoirs étaient faits. Alors parfois on me demandait de couper. À l'époque, il n'y avait pas encore de système de sauvegarde pour aller se coucher ou faire ses devoirs. Bon là, j'avais pas trop, voilà, pas trop le choix. Mais sinon, non, pas du tout là-dessus. Des parents très très cool. Tant qu'on se tenait bien, qu'à l'école ça allait bien. Bon bah là-dessus on avait, voilà, on n'était pas bridé du tout. Tu m'as dit comme quoi au départ c'était pas forcément une passion, c'était plus un intérêt comme ça aurait pu être pour un jouet par exemple. Et c'était quoi le déclic qui a fait que c'est vraiment devenu une passion pour toi? En fait, ce qui s'est passé, c'est que après ces très très vieilles consoles, donc Pong et Vidéopack, je suis passé à autre chose. Moi, j'étais très jouet. J'ai eu une grande période quand j'étais enfant en Transformers. Enfin, vraiment, j'étais les jouets, la série animée. J'étais vraiment, je pensais à ça à H24. Et le choc, c'était un voisin que j'avais à l'époque qui lui avait un Atari ST. Donc là, je ne saurais plus te dire l'année, mais j'étais encore en primaire. Je devais être fin primaire. Ouais, je devais avoir 10 ans, quoi, quelque chose comme ça. Et je passe le voir, il était un peu plus âgé que moi. Et là, je le vois en train de jouer à son Atari ST. Et là, c'est le choc visuel où je me dis, je veux ça. Je veux ça. Ça a été un choc, quoi. Donc, mes parents ne roulaient pas trop sur l'or, mais ont réussi à m'obtenir un Atari ST d'occasion. J'ai commencé à acheter mes premiers magazines. Je voulais un Amiga, je parlais tout le temps d'Amiga. Donc, à un Noël ou un anniversaire, je ne sais plus, j'ai réussi à avoir mon Amiga. Et là, vraiment, c'est la folie, quoi. Là, je pense à jeux vidéo H24 et c'est vraiment là que ça a commencé. Vraiment, c'est avec l'Atari ST et l'Amiga, ouais. Là, je ne saurais pas t'expliquer, c'est quelque chose, c'est instinctif, c'est sensoriel. Je me suis dit, ça y est, ça c'est... J'ai trouvé ma grande passion, c'est le jeu vidéo, quoi. D'accord, et c'est curieux que tu aies voulu un Amiga après un Atari, parce qu'en général, il y a toujours eu la guéguerre un peu Atari-Amiga, et que pouvoir aimer les deux, c'était compliqué. Je suis pas du tout dans ce... J'écoutais l'émission que tu as fait avec Winston, d'ailleurs, de Backlog, le podcast, et je me suis reconnu, je lui fais un coucou d'ailleurs, je me suis totalement reconnu dans son discours. J'ai jamais été dans cette guerre de clochers ST Amiga, Super Nintendo, Mega Drive, une des plus légendaires. Moi, j'aime tout le jeu vidéo et voilà, l'Atari ST, c'était très bien. Bon, je préfère l'Amiga de très loin pour X raisons, mais non, j'étais pas du tout réfractaire, quoi. pas de camp, les deux étaient là et c'était très bien. Depuis ta découverte du jeu vidéo, quelques années ont passé et je te propose qu'on fasse un bond dans le futur, c'est-à-dire notre présent, pour parler de ton rapport maintenant avec le jeu vidéo. Est-ce que tu joues toujours? Est-ce que tu aimes toujours autant ça? Et quel est du coup ton rapport avec ce média?
Le jeu vidéo, oui, j'aime toujours ça, même plus que jamais, puisque c'est quelque chose que j'ai nourri au fil des années. Et le jeu vidéo, sa pratique, son histoire, ça fait vraiment partie de ma vie, ça fait partie de notre vie même à la maison. Donc oui, le jeu vidéo, vraiment plus que jamais. Après, ma pratique, bah, la grosse différence, mais ça, je vais dire, c'est très classique, mais c'est le fait que bah, on a moins de temps de jouer bah, que quand on était enfant ou collégien, lycéen. La vie de famille, le travail, etc. Ça réduit les plages de jeu. Et c'est la seule grosse différence en fait que je vois. Pour le reste, je trouve que c'est mieux parce qu'on n'a jamais eu une offre pour moi aussi pléthorique. Ouais. À la maison, on aime autant les titres rétro que les titres actuels. Voilà, bah, j'ai une femme qui aime le jeu vidéo, j'ai un petit garçon de 11 ans qui adore ça aussi. Et du coup, on est dans le partage, on est dans. Mais la passion, ouais, elle est même plus vivante que jamais. Donc après, c'est au niveau du temps de jeu, ouais, où Ouais. vraiment, effectivement, tu peux te dire, je passe une journée ou une nuit blanche sur un jeu. Une journée, ça peut encore arriver. Ouais, si j'arrive à débloquer un dimanche, tout ça. Mais voilà, c'est le temps de jeu un peu amoindri, mais la passion, ouais, toujours la même. Après avoir Ouais. revu ta découverte du jeu vidéo et ton rapport actuel avec ce média, on va aller un peu au milieu de tout ça et voir s'il y a une console ou un jeu qui aurait marqué ta vie de joueur. La parole est à toi. Je pense qu'on doit te le dire souvent, mais c'est terrible de choisir une machine, une console, parce que j'en ai Ouais. plusieurs. Alors allez, je pense que vraiment, je vais quand même dire la Super Nintendo, et je vais même Ouais. dire la Super Famicom, même la version japonaise, puisque Tu l'avais eu à l'époque celle-ci, la alors non, Famicom ou... alors je l'ai pas eu, mais c'est un copain à moi qui l'avait, D'accord. Mickaël, que je salue s'il nous écoute, et un ami d'enfance, et lui, il l'a vu en import par ses parents. Je me souviens, on habitait la même cité et on se voyait souvent, voilà, la passion du jeu vidéo qui nous rassemblait quand on était déjà collégiens. Et un jour, je vais chez lui, je vois la Super Famicom et je pète les plombs, quoi. Enfin, voilà. Et c'est une console vraiment que j'avais envie d'avoir. C'est Super Mario World, c'est Super Goose and Ghost. Après, c'est Final Fantasy VI. Enfin, que des jeux qui m'ont énormément marqué. Ouais, c'est une console qui m'a énormément marqué. La Super Nintendo, parce que moi, après, j'ai eu la Super Nintendo. Donc voilà, je dirais. Il y en a beaucoup, hein. Je pourrais parler de l'Amiga, de la Mega Drive, que j'aime beaucoup aussi. Comme je te disais, il n'y a pas de guerre de clocher, tu vois. Moi, Ouais. j'aime énormément la Mega Drive également, presque autant que la Super NES. Mais je dirais la Super NES, ouais. D'accord. Donc je vois que tu essaies de m'arnaquer un petit peu en me disant Ah, t'as oui, vu, je vais j'ai pas en réussi dire d'autres. à la surnoise, j'ai Ouais. réussi. On avance tout doucement sur cette petite interview et on arrive maintenant sur la partie questions-réponses, ce concept super innovant où je pose une question et ou surprise tu fais une réponse, mais de la manière la plus concise qui soit, bien entendu. En plus, en off, tu m'as dit que tu étais quelqu'un de très concis, donc j'ai vraiment confiance en toi. Je vais essayer, je vais essayer. Concis mes pipelettes, donc je vais essayer. Allez, il y a la Euh, pression là. ouais. Attention. Question numéro 1. Assez simple en général, c'est pour nous mettre en bouche. Voilà, bonne ambiance. D'accord. Le fait d'avoir été invité dans l'émission Dans la légende avec Sébastien, enfin animé par Sébastien Abdelhamid, sur un thème qui te touchait particulièrement, à savoir Resident Evil, c'était quoi, comment dire, ton sentiment après? Une grande joie, Ouais, très grande joie, parce que vraiment très très fan de l'émission depuis le début. ouais, Et c'est vrai, quand Sébastien Abdelhamid m'a contacté, j'avoue, hein, j'étais vraiment très très heureux. Là-bas, il y a eu un super accueil, une super bonne ambiance, et donc je suis sorti vraiment mais ravi, ouais, sur mon petit nuage. Ouais, j'étais très très ouais. content. Surtout que voilà, c'est vraiment un sujet, voilà, comme on en reparlera, mais qui te tient à cœur. Ah oui, Le cast était sympa, enfin les trois invités dont tu fais partie, vraiment des gens qui connaissaient bien la chose et voilà, qui sont passionnés par ça. Et puis voilà, enfin l'émission même en elle-même est vraiment top sur tous les amoureux de pop culture, hein, là on peut le dire. oui. Dans la légende, c'est vraiment une émission référence à ce niveau-là. Mais ouais, non, j'invite tout le monde à aller regarder. Vraiment, Mm. c'est ouais, une très très bonne émission. Attention, c'est l'instant honnêteté. Ah, On pourra couper si jamais. référence de vieux, mais j'ai l'impression d'être dans Tout le monde en parle. Et Cardisson, là, ça met la pression, ça rigole plus. Hein. Il manque plus que la lumière qui s'assombrit et c'est Voilà, bon. exactement. Et le public qui fait Oh. Oh. Euh, en parlant de Resident Evil, à une personne qui n'y a jamais joué, est-ce que tu lui conseillerais de faire le premier? Ouais, la version remake.
Ah oui, oui, mais remake. Le remake, bah, ça reste le premier. Voilà. Ouais. Là, tu vois, ça reste le premier. En plus, il est disponible partout, sur toutes les plateformes. Je suis toujours autant attaché au vrai premier, à la version PlayStation. Ouais. Mais je conseillerais de faire le remake, le 1, mais remake, ouais. Qui reste pour moi aussi flamboyant qu'à l'époque. Question numéro 3. Le temps passe vite. Final Fantasy VII Remake. Donc maintenant, voilà, ça fait quelques temps qu'il est sorti. On l'a digéré. Est-ce que tu penses que cet opus de la saga des Final Fantasy a détrôné l'original en termes de réalisation? Bah écoute, dans mon cœur, je vais te dire oui, puisque je suis un grand fan d'FF aussi. Bon, le 6, c'est mon épisode préféré, mais j'aime beaucoup le 7. Ouais. Je l'ai vécu à l'époque, voilà, la sortie japonaise, etc. Enfin, et le remake, ils m'ont soufflé. Je trouve que ce qu'ils ont fait dans le remake, c'est proprement ahurissant. Alors, le seul défaut, effectivement, c'est que on n'a pas toute l'histoire. Ça s'arrête à la sortie de Midgar. Mais je trouve qu'en termes de réalisation, la BO, c'est une des plus belles de la vie. Les réorchestrations sont géniales. Et ils ont eu ce parti pris intelligent de faire un FF7 différent, en fait. On a l'impression que c'est comme une sorte de multiverse. C'est dans c'est sur un autre plan. Tu as l'impression qu'il y a des événements qui ne se déroulent pas du tout de la même façon. Mais je trouve qu'en termes d'écriture, comme ils ont approfondi certains personnages, le gameplay qui est juste incroyable pour moi, où tu peux vraiment façonner ton système de combat un peu, soit plus vers le côté RPG, soit plus vers le côté action. Ouais. Non, moi je suis très très fan du remake. Moi, enfin vraiment, ils m'ont mis une claque monumentale. Le seul défaut, c'est qu'il faut attendre des lustres à chaque fois pour avoir la suite. Mais moi, dans mon cœur, oui, il a remplacé l'original. Ce qui est, j'ai pas honte de le dire, mais ouais, pour moi, il a remplacé l'original. Dans mon cœur, il l'a surpassé, quoi. Je suis à moitié d'accord avec toi, du coup c'est-à-dire que je suis à moitié pas d'accord. C'est une logique implacable, dans le sens où pour moi en termes de réalisation c'est exceptionnel, enfin c'est vraiment une histoire, tu t'y prends, même les gens qui ne connaissaient pas l'opus original peuvent s'y prendre parce que, comme tu dis, il y a le background des personnages qui est très bien travaillé, même des personnages qui étaient secondaires dans la version de FF, mais en fait ce qui moi m'a embêté, j'en parlais avec un ami, c'est le côté en fait tout le temps couloir. Et moi je lui disais, j'étais très déçu parce que moi j'aime pas quand on me guide tout le long. Et il me fait, mais tu te rappelles pas que le 7, la partie Midgar, c'est que du couloir en fait aussi? Bah oui. Et en fait il a raison, donc j'ai tort. J'ai beaucoup apprécié FF7 Remake, mais j'espère que j'apprécierai beaucoup plus la suite de FF7 Remake, dans le sens où ça sera peut-être un monde un peu plus ouvert, je l'espère. Le grand talent des gens de Squaresoft de l'époque, c'est que si tu regardes bien, c'était ultra balisé déjà FF7 à l'époque. Même quand tu sors après de Midgar, ce coup de génie où là, t'as un souffle épique tu te prends un souffle épique parce que le monde s'ouvre à toi. T'as l'impression que tu peux faire ce que tu veux, alors que techniquement, ça reste quand même très balisé. Donc ça, c'est des techniques de game design, des techniques de fourbe, mais qui marchent très bien. Et ça, s'ils arrivent à recréer ça dans le remake, ce serait super. Effectivement, si l'ouverture, quand on arrive vraiment, voilà, quand on sort de Midgar, pardon, si on peut avoir cette même sensation dans la suite du remake, c'est-à-dire on est balisé, mais quand même, bon, on a cette impression quand même d'ouverture. Ça, j'espère, qu'ils vont réussir à le recréer. Mais oui, si tu regardes la partie Midgar, dans l'original, c'était très couloir aussi, quelque part. Et moi, je trouve franchement, moi, j'y allais avec beaucoup de méfiance sur remake et j'en suis sorti soufflé, quoi. Donc maintenant, oui, touchons du bois pour que la suite soit du même acabit, qu'on ait ce souffle épique comme à l'époque. Question 4. Est-ce que tu penses que Dotemu, en termes de notoriété, c'est un peu notre rockstar français? Non, je dirais pas ça. Pour moi, il n'y a pas de comparaison à faire avec Rockstar, mais je suis admiratif de ce que fait Dotemu, de ce qui sort, de ce qu'ils arrivent à produire. Je suis extrêmement fan, mais pour moi, Rockstar, c'est l'envergure, l'ambition derrière, pour moi, n'est pas du tout la même, la philosophie n'est pas du tout la même. Mais ce qui n'empêche pas que je suis très fan des deux. Mais ou je sais pas si dans quel sens tu l'entendais exactement. Justement, je vais préciser parce que ma question était un peu floue. Je dois l'avouer, un peu comme ta webcam par moment. Oui, désolé. C'était plus en termes de hype à l'annonce d'un titre, tu vois.
Maintenant, il y a des éditeurs, en gros, je me moque de l'éditeur, je veux juste le jeu. Que là, j'apprends que c'est un jeu qui est fait par Dotemu, je vais être super hypé, même si au départ, je suis pas forcément client de ce jeu. Et il n'y a pas beaucoup d'éditeurs actuellement qui me font ce même genre d'effet, même si c'est pas la même envergure qu'un Rockstar, tu vois ce que je veux dire? Oui, voilà, parce que Rockstar, dès qu'il y a le. Je sais pas pourquoi je les appelais Rockstar ce soir. Eh C'est. ben, appelons-les Bon, bref, Rockstar. voilà, les Rockstar. Pour Rockstar, oui, c'est pas la même envergure parce qu'ils vont tweeter un micropixel de logo. Là, t'as tout Internet qui s'enflamme pendant 6 mois. C'est Donc, vrai. bon, là-dessus, ouais, c'est pas du tout comparable. Mais je suis un peu comme toi, Dotemu, je suis très fan. Dès qu'il y a un projet d'annoncer, vraiment, je surveille ça de très très près. J'aimerais que c'est le même retentissement que, que le Rockstar, que ce soit un peu le néo-rétro Ouais. de Rockstar, mais ouais, là, ce serait plus peut-être sur tes goûts personnels et qui sont très bons parce que Dotemu, c'est vrai que c'est vraiment toujours excellent. Et moi, je te dis, moi, le premier, je suis très très fan de ce qu'ils font. Mais là, en termes d'impact, effectivement, j'ai pas l'impression que ça s'enflamme autant. C'est dommage d'ailleurs, hein, je leur souhaite que ça Ouais. s'enflamme autant. Bon, ils ont déjà quand même une notoriété qui est quand même assez balèze. Euh, mais je pense que ça s'adresse à un public encore quand même qui est beaucoup plus niche, même si ça fait des très bonnes ventes, comparé à un Rockstar où du joueur de 11 ans jusqu'à la mémé de 77 ans, tout le monde va frétiller voilà, la Ouais, moindre je suis annonce. d'accord. Voilà. Dotemu, ils vont peut-être Mais plus cibler entre 30 et 45 ans, la fibre un peu nostalgique, des jeux qu'on a bien aimés, qui sont refaits avec brio, hein, on peut leur accorder. ils Et... sont même, oui, ils font même mieux que certains. Enfin, ce qui est incroyable, et là, c'est même plus un mouvement qui est plus large que ça, c'est que je trouve qu'en Occident, et en France, on est vraiment très fort là-dessus, c'est qu'on a l'impression qu'on a mieux ingéré l'héritage japonais sur certaines licences Ouais. que les ayants droit eux-mêmes, en fait, d'origine. Faut voir ce qui s'est fait autour de Wonder Boy, de Street of Rage, enfin, c'est exceptionnel, quoi. Enfin, vraiment, ça, c'est... Voilà, pour moi, c'est miraculeux, ouais, je leur souhaite d'avoir le même retentissement que Rockstar, mais en tout cas, dans mon cœur, ils l'ont, quoi. C'est clair que voilà, je suis très très fan de ce que fait Dotemu. Ouais. Nicolas, on va attendre impatiemment Pharaon et Windjammers 2. Yep, on est d'accord, Ouais. exactement. La question qui fâche. Aïe. Qu'est-ce qui, pour toi, est le plus décevant? Un Shenmue 3 qui sort et qui est déjà dépassé techniquement, ou un Cyberpunk qui a une gestation qui dure sur un nombre considérable d'années et qui n'est pas achevé? Ah, je dirais Cyberpunk. Alors, je me suis beaucoup moqué de Shenmue 3, c'est pas gentil. Et surtout que je respecte énormément Monsieur Suzuki, On fera pas un qui, amateur a- qui, normalement. Hein. qui est un géant. Voilà, c'est ça, mais pour tout ce qu'il a apporté aux jeux vidéo, voilà, je n'aime pas me moquer, mais c'est vrai que Shenmue 3, c'est compliqué. Par contre, non, ce qui s'est passé autour de Cyberpunk, c'est juste scandaleux. Du traitement déjà des employés en eux-mêmes. C'est vrai que pour la revue de presse JV, j'ai beaucoup suivi ça. Ouais. Pour tout simplement cette arnaque totale de nous avoir vendu, d'avoir caché sous le tapis plutôt les versions, ce qu'ils appellent old gen, mais enfin, voilà, les versions PS4 One qui sont ni fait ni à faire et donc cette publicité mensongère, ni plus ni moins. Pour tout ça, oui, non, ça c'est scandaleux quoi. D'ailleurs, moi, ça a fait tomber la hype que j'avais pour ce jeu énormément. Je le ferai un jour, peut-être quand sa version hyper aboutie sur PS5 sortira, quand j'aurai une PS5 aussi, ça aidera. Ouais. Mais ne serait-ce que par respect pour ceux qui ont suivi 100 EO voilà, sur le jeu. Mais oui, non, c'est un scandale sur toute la ligne, de la gestion des employés jusqu'à la communication, c'est proprement scandaleux. Et même je sais pas ce que t'en penses, mais... Bah si. Après, Keanu Reeves a fait son petit effet, mais ça n'a pas suffi malheureusement. Oui, Dieu sait qu'on l'aime, hein, Kenyu, mais... mais non, c'est un scandale, quoi, vraiment. Tu vois, je t'avais prévenu, c'est la question qui fâche. Ah oui, ça fâche beaucoup. Oui, je suis colère, là. Ça y est. Prenons un peu de légèreté. En termes de préférence de jeux vidéo, toi tu préfères un jeu avec un gameplay efficace, mais avec un aspect narratif inexistant, ou un jeu qui va t'embarquer dans son monde, même si après le gameplay, voilà, il est un peu osef? Je suis quand même plus de l'école du gameplay. Là, pareil, ça dépend des titres. Il y a des jeux très narratifs qui m'ont aussi beaucoup plu, mais non, je serais plus sur le gameplay quand même. On va arriver sur la dernière question.
Dernière question, qui n'est pas une question mais plus un exercice de style, où tu dois défendre bec et ongle quelque chose. La mauvaise foi bien entendu est de rigueur. Cher Bruno, Oui. tu as 1 minute pour faire la promo d'un jeu auquel tu n'as jamais joué. Et ce jeu, attention, ce sera Ronaldo v Oh Football là là sur là 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 là. PlayStation. Alors je dirais que cette simulation de football nous contente déjà de s'appuyer sur une star du milieu qu'on aime, enfin qu'on aimait beaucoup plutôt, ça commence un petit peu à dater. Il a ce charme des jeux 32 bits de l'époque où le jeu de foot embrassait la 3D, donc c'était les mouvements de caméra, des bruitages plus réalistes, etc. Et je pense que ça rappellera à beaucoup de monde l'époque des jeux de foot en 3D. Et peut-être notre vie de collégien ou lycéen. Donc, je le conseille à tous, à toutes et tous d'ailleurs, pour se remémorer ces belles années. Mais écoute, moi tu m'as convaincu. Et est-ce que tu le recommanderais aux enfants de maintenant? Est-ce qu'il est toujours jouable ce jeu? Oui, je pense qu'ils peuvent tout à fait s'y adonner. Alors, juste les prévenir que voilà, c'était des jeux de l'époque, ils étaient comme ça. Mais oui, bah, quand on voit qu'ils arrivent à faire 50 000 actions sur Fortnite en même temps, je pense qu'un petit jeu de foot sur PlayStation, ça leur posera pas vraiment de soucis. Tu as été convaincant et tu t'es prêté fort bien à cet exercice. On voit là tout ton professionnalisme. Bruno, on se dirige tout doucement vers la fin de cette petite interview. Quelle tristesse, le temps passe vite. Eh oui. On va donc maintenant parler un peu de ton actualité, à savoir si tu as quelques petites choses à nous dire. La parole est à toi. Oui, bah en ce moment, c'est une période assez émouvante pour moi puisque Ouais. je te montre mes petits bébés, voilà. Oh. Génération Resident Evil. Ouais. Ça, c'est l'édition. Alors, c'est un beau livre bien maquetté, superbement maquetté par Steven, d'ailleurs, que je salue. Ça sort chez Omaki Books, une édition collector d'ailleurs qui est disponible sur le site Omaki Books. Sinon, l'édition simple, classique. Le contenu, c'est le même, hein, je vous rassure. Ça, c'est disponible partout, dans tous les bons points de vente. C'est un moment important pour moi parce que c'est vraiment le bouquin que je rêvais d'écrire et même de lire sur la saga Resident Evil. Et après des mois de travail, il est là et voilà, c'est vraiment pour moi, là, c'est l'actu du moment. C'est une grande émotion et voilà, j'espère que les lecteurs apprécieront surtout. C'est un livre qui t'a demandé beaucoup de travail en amont. J'arrive pas à me rendre compte de ce que ça peut être. Oui, énormément, puisque en fait, je reviens sur toute la saga, non seulement Ouais. tous les jeux, les spin-offs, mais aussi alors, le gameplay, l'historique, les coulisses de développement. J'ai fait beaucoup de recherches en fait en déterrant des vieilles interviews japonaises et américaines, voilà, pour avoir des anecdotes, je pense, assez croustillantes, qui ne sont pas très connues. Mais je parle aussi de tout l'univers, tu vois, la timeline, les lieux, les virus, etc. Je parle de ce qui s'est fait autour, les films, les BD, les pièces de théâtre, des dramas japonais. Enfin, il y a énormément de choses et donc ça a demandé, oui, en termes de recherche, il y a eu beaucoup de travail d'écriture, mais de recherche aussi. Donc oui, ça a été des mois très intenses. J'ai eu la chance qu'Omaki Books me laisse vraiment, vraiment la liberté totale pour le contenu de ce bouquin. C'était moi qui étais venu leur proposer et vraiment ils ont dit banco, ils ont été formidables, donc je les remercie. Et ouais, c'est vraiment le livre que je rêvais de faire sur la saga. Puis comme je disais, il y a une maquette aussi très très belle qui met bien en valeur tout ceci. Donc ouais, c'est vraiment très important pour moi et j'espère voilà que les lecteurs vont aimer. Et surtout, j'ai mis un poids d'honneur à ce que ce soit très pointu pour les fans hardcore de Resident Evil. Ouais. Mais je l'ai écrit aussi pour celles et ceux qui sont un peu moins spécialisés dans la saga. Et mon but, c'était que tous les publics s'y retrouvent, en fait. Les plus hardcore, comme ceux qui sont un peu plus légers, qui voudraient découvrir la série. Là, avec le fameux Village qui sort dans quelques jours. Donc, voilà, j'espère avoir réussi en tout cas à satisfaire tout le monde et qu'ils vont prendre du plaisir voilà, à parcourir cet ouvrage. Eh bien écoute, je te remercie une nouvelle fois de t'être prêté au jeu de cette petite interview. En tout cas, moi, je continue de te suivre avec la revue de presse JV. Si vous avez des questions gentil. à poser à Bruno, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je me ferai le relais bien volontiers. Bruno, une nouvelle fois, merci à toi. Salut Bruno, C'est moi. salut YouTube. Salut.